Litkin et je me D'accord, suis inscrit. Alors, je suis d'ac- professeur Philippe Billet, je suis enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara en ophtalmologie et d'accord. je suis secrétaire général de la Société Ivoirienne de télémédecine, donc Ah, intéressé par le numérique. Voilà. ah, Oui, bienvenue à notre session de ce jour. On oui. avait une de nos sessions, on avait comme expert le professeur Kouaki, je crois, vice-président de la télémédecine. Exactement, c'est le vice-président, moi je suis le secrétaire général, juste après lui. Donc, on a la chance d'avoir toutes les sommités à notre session, dans notre session. C'est très bien. D'accord, merci. Merci à vous. D'accord, merci infiniment. Et puis, restez connectés pour la session. Monsieur Nestor, bonsoir. Monsieur Nestor, il est là? Alors, s'il n'est pas là, je vois Myriam qui est là. Bonsoir, Myriam. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Comment vous allez? Ça va, je vais bien et vous, ça va? Ça va, ça va. Grâce à vous, ça va. Quand c'est les mercredis comme ça, je stresse un peu de retrouver ma communauté, est-ce qu'ils seront satisfaits? Mais quand je viens que je les vois connectés, ça va chez moi. J'étais connectée il y a bien une demi-heure, une petite demi-heure. Hmm. J'attendais, mon téléphone s'est déconnecté à cause d'une mise à jour. Mais on revient toujours, on revient toujours. D'accord, c'est compris. Merci en tout cas d'être présente. Merci. Merci à vous pour tout ce que vous faites, pour tout ce que j'ai appris avec vous, pour les talents que j'ai découverts, pour la belle communauté dans laquelle je suis. Et je suis Mhm. très contente aujourd'hui de tout ce petit chemin que j'ai fait avec vous. Ah, merci. Merci infiniment. Ça me va droit au cœur particulièrement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment. D'accord. Je vois monsieur Franck Steve. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde m'écoute. Désolé, ça m'a trouvé, je suis en route, donc j'ai trouvé un petit endroit pour m'asseoir et quitter. Donc désolé du D'accord. bruit, vraiment. Non, ne vous inquiétez pas. Après, vous avez quand même un peu de temps. On va démarrer effectivement avec dans, on va dire dans 20 minutes, dans 23 minutes. Donc, vous avez le temps de courir, vous abriter là où vous vouliez. Mais sinon, ça D'accord, va. d'accord, merci vraiment. Ça va, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. À votre sourire, vous me mettez en confiance, c'est toujours un plaisir. En tout cas, on vient souvent Merci. un peu stressé par le travail, mais dès que ça commence, on est là, tout le monde. Bon, moi, je suis à l'aise, quoi, c'est pas pour les autres. Mais merci beaucoup vraiment pour la bonne humeur. Merci infiniment. Merci à vous d'être présent aussi. Merci beaucoup. Alors, Reine Foué Nguessan, bonsoir. Je vais entendre une voix féminine quand même. Madame Reine Foué Nguessan. Oui, bonsoir madame, bonsoir à toute la communauté. C'est la toute Merci. première fois que je participe à cette édition. Donc, D'accord. Donc, je vais vous demander de vous présenter à la communauté. bon, je suis Rana Fouenguessan à l'état civil et Oui, je suis infirmière. Je réside en Côte d'Ivoire. C'est d'accord. un peu ça. Mhm. D'accord. Merci, merci d'être là. Et c'est quoi vos motivations quand vous avez vu et que vous avez intégré pour commencer cette session aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui? Bon, il faut dire que j'utilise un peu l'outil informatique Mhm. dans le cadre de la santé parce que j'ai un peu travaillé dans ce sens-là. Donc, je voulais plus approfondir mes connaissances et puis, bon, un peu ça. D'accord. Vous êtes au bon endroit et au bel endroit également. C'est- Ici, tout s'apprend. Ici, tout. On commence ensemble, comme on le dit, on avance ensemble. C'est vraiment une communauté dynamique qui se partage toutes les expériences. Et je pense qu'on a la 10e session. Euh, on aura d'autres sessions, effectivement. Et puis, pourquoi pas, vous-même, vous serez peut-être un jour l'une de nos, soit présentatrice des cas, soit experte du jour. D'accord. C'est bien. Merci bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vois nos présentatrices des cas, je vois notre expert qui sont là. Ça commence par me rassurer, mais je continue encore. Alors, Assia, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Vraiment, s'il n'y a personne sur ma plateforme, ma communauté, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Elle est là. Oui, bah oui, je suis là. Bonjour à tous. Et c'est pour ma dernière session parce que
Je reprends le boulot dimanche et mercredi, je travaille toute l'après-midi. Pour toi seul, tu auras des enregistrements, tes replays. Toi seul. D'accord, parce que là, je pourrais pas y être. Dommage, D'accord, il n'y a aucun problème. D'accord, merci infiniment d'être je vous en présente. prie. Merci beaucoup. Ama Aboulaye, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Corinne, ça va? Vous allez Ça va, bien? ça va très bien. Ça va. Et votre santé? Ça va super bien. Ça D'accord, va. merci. Merci beaucoup. D'accord, j'espère que vous êtes prêts pour la session de ce jour. Oui, je suis là déjà connecté. Mhm. Et je pense que ça reste une vingtaine de minutes, je crois. Oui, 19 minutes. Ok, d'accord. On va démarrer tout de suite, 19 minutes. D'accord. J'ai vu Merci. Monsieur Billet qui s'est bien assis confortablement pour moi. Monsieur Billet, bonsoir. Monsieur Billet? Bonsoir, je me suis déjà présenté. Je suis professeur Billet de la Société Oui, Bolivie oui, de oui, médecine. oui. Je vais dire, vous êtes bien positionné pour m'attendre. Je vous dis En fait, bonsoir encore. oui, en fait, je suis venu avec mes enfants à la piscine. Donc, il y avait un peu de bruit à côté, mais je n'ai pas voulu manquer la session. Non, ne Donc, manquez pas voilà. la session. Ne manquez pas. Occupez-vous pendant que les enfants s'occupent aussi. Exactement. Merci. D'accord, il n'y a aucun problème, Allez, merci. Raymond, je vois Raymond Esso en ligne. Bonsoir, Raymond Esso. j'ai quitté la place. Raymond Esso, bonsoir. Hmm, allô? Pélisson. D'accord. Bonsoir, bonsoir. Qui est-ce qui est connecté encore avec qui on n'a pas encore échangé? Je vois Raymond Esso qui est connecté, avec qui on n'a pas encore échangé. Monsieur Papy se prépare à venir aujourd'hui. Euh, notre expert du jour. Bonsoir. Quand même un petit bonsoir. Docteur Joyce, bonsoir. Oui, oui, bonsoir à tous. Bonsoir Corinne. J'espère que tu vas bien. Ça va super bien. Bon, bah super, super. D'accord, on espère avoir une très belle session aujourd'hui et apprendre beaucoup de choses, surtout quand on parle de recherche, on se pose beaucoup de questions et je pense qu'aujourd'hui, on sera servi. Oui, avec grand plaisir. Je suis là pour ça, avec plaisir. Oui, oui, D'accord, d'accord, c'est parfait. Merci infiniment. On ne avec va plaisir. pas déranger notre expert, notre présentatrice de cas du jour. On va la laisser se préparer parce que j'ai cru entendre qu'elle est un peu stressée. On va la laisser se détendre un peu et puis voir ce qu'elle aura à nous présenter. Asia, dis-moi, tu reprends le travail, comment ça se passe? C'est quoi l'état d'esprit de reprendre le boulot après un temps de repos comme ça? Bah moi, le mois de juillet, j'ai travaillé parce que l'école avait fait des stages d'été, donc il y avait des élèves qui s'étaient inscrits, donc j'ai travaillé le mois de juillet. On avait fini fin juin, donc j'ai repris juillet. Le mois d'août, bon, j'étais en repos, mais même en repos, je travaillais, t'as bien vu sur mes articles. Sur la rédaction de ma thèse et tout, et aussi sur les cours que je dois préparer parce que je n'aime pas refaire chaque fois les mêmes cours. Je refais, je revois, bon. Donc, j'ai pas arrêté de travailler. Et mais c'est un autre rythme, c'est une autre préparation. Heureusement que je travaille de chez moi, mais quand même, il y a les enfants, il faut les gérer beaucoup, voilà. D'accord. Et voilà, c'est ça. D'accord, c'est parfait. Monsieur, j'ai envie de poser la question. Ah, je vois un homme, une femme, Tagao Esso Dolom. Bonsoir. Je vois que vous avez rejoint la session. Bonsoir, vous êtes là? Monsieur Tagao, Je suis là, bonsoir madame. comment vous allez? Je me porte à merveille. D'accord, vous pouvez vous présenter à la communauté? Moi, c'est Monsieur Tangao Sodolom. Je suis togolais.
Mhm. et je suis infirmier diplômé d'État. D'accord, c'est parfait. Merci. Au Togo, c'est quoi le plat, on va dire, le plat préféré des Togolais? En Côte d'Ivoire, on va dire c'est la tiéké, c'est le garba. Et au Togo? Ah, sinon, chez nous au Togo, notre plat préféré, comment je vais dire, c'est akoumé, c'est en fait la pâte, quoi, Ah, avec Akoumé, là, nous, on mange ça de la ici, sauce. hein? Ah, oh, Euh, du accompagné de la dogono, sauce gademais. akassa. Oui, 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 oui. Ça, seulement, il y en a ici. Akoumé, Voilà. Akassa. Ah, moi, Akassa, Voilà. là, quand je fais là, avec la sauce feuille. D'accord, merci beaucoup. Et puis, bienvenue à notre session de ce jour. Merci, merci à vous. D'accord. Je vois notre autre expert qui est là, Eric Alors Traoré. bonjour tout le Bonsoir. monde, bonjour, bonjour, bonjour. Ben, celui qui parlait du Togo, mon épouse vient du Togo, donc je connais D'accord. pratiquement tous les plats du Togo. Ah, d'accord, ok. Donc, on va tous partir au Togo pour apprendre C'est ça. à manger. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur Salif Yoda, bonsoir. Salif Yoda, bonsoir. Je trouve, je trouve que la communauté est un peu très calme. Kétan, aujourd'hui, c'est calme. Je ne sais pas si le repas de midi n'est pas bien passé. Ils vont digérer et puis ils vont venir. Ils vont digérer, non? Mais il faut qu'ils soient là parce qu'on a un repas assez solide à leur servir. Un repas digital. Un repas e-santé Afrique francophone. Je pense qu'on doit avoir une session même qui va nous parler de nutrition pour qu'on voit les différents mets des différents pays. C'est ça. Monsieur Edmond Agouda, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va très bien. Et vous? Moi, ça va très bien, ça va très bien. D'accord. Et vous pouvez vous présenter à la communauté, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tous. C'est Dr Agouda, médecin du sport. Je suis là aujourd'hui pour partager, pour passer du temps avec vous et apprendre à nouveau. Mhm. Un médecin du sport. Dites-nous, qu'est-ce que fait un médecin du sport, concrètement? On a envie de savoir. Bon, déjà, un médecin du sport, c'est d'abord un médecin comme tout autre, un médecin Mhm. avec la qualité de médecin et qui est plus dans le domaine sportif par rapport à la performance, à la recherche de la performance et soigner les sportifs. Mm, 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 mm. D'accord. Et ça se passe bien. Généralement, en termes de sport, vous êtes plutôt dans le sport, foot, parce que quand on pense sport, on pense tout de suite football, alors que c'est beaucoup plus vaste. Oui, c'est plus vaste. C'est plutôt dans tous les domaines, dans tous les types de sports. Mais là, Mm. actuellement, je suis plus quand même basé dans le domaine du football. D'accord, c'est parfait. D'accord. Merci infiniment. Docteur Zanga, bonsoir. Docteur Zanga est là, je le vois, j'ai vu il a rejoint la session. Oui, je viens de vous rejoindre, mais j'essaie de m'installer et puis voilà. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir à vous, Mme Kouri. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord, en tout cas, asseyez-vous confortablement pour la procession qui va démarrer. D'accord, je m'installe rapidement. D'accord. Manama Tako, bonsoir. Allô, Manama est là. On va commencer dans 11 minutes déjà. Monsieur Allah également, bonsoir à vous. Monsieur Salif Yoda, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Comment vous allez, monsieur Allah? Oui, ça va, merci. Et vous? Ça va super bien, ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Merci. Alors, pour vous présenter à la communauté qui ne vous connaît peut-être pas. D'accord, bonjour à tous. Bonsoir pour d'autres. Je suis docteur Yves Désiré Allah, médecin généraliste en Côte d'Ivoire. Voilà. Enchanté, enchanté.
Ah, je vois qu'il y a beaucoup de médecins. Vous savez qu'il y a les journées de l'ordre des médecins qui aura lieu en septembre prochain à Yamoussoukro. Oui, Vous y serez? à la grâce de Dieu. D'accord. Moi, je vais tout faire pour y être parce qu'il y a des thématiques sur la santé numérique. C'est vrai que pas toutes les thématiques m'intéressent, mais celle en particulier sur la santé numérique, je pense, m'intéresse un peu plus pour voir comment est-ce qu'on peut allier déontologie et puis santé numérique aussi. Mhm. D'accord. Merci à vous d'être là. Monsieur Wilfried Kwasi, docteur Kwasi, bonsoir. Docteur Kwasi qui a été négligé toute cette semaine, bonsoir. Docteur Kwasi, vous êtes là? Ah, son micro est coupé. Anguille Yapo, bonsoir. Anguille Yapo Arnaud, bonsoir. On va commencer dans 9 minutes. Allô, bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va super bien. Ça va par la grâce de Dieu. Merci. Alors, pouvez-vous présenter à la communauté? Ok, je suis Anguille Apo Arnaud, infirmier diplômé d'État Mhm. et inscrit en Master 1 en soins infirmiers, option instrumentiste du bloc opératoire. Mhm. Et qu'est-ce que pour vous, être dans une communauté éco-santé peut pouvoir apporter de plus pour vous? Oui, mais vous savez que actuellement, nous sommes dans le monde du, de l'informatique. C'est Donc ça. aujourd'hui, même, comment dirais-je, on veut dire qu'il y a l'une de nos activités même qui parle de e-santé. Ah Donc, je bon? pense bien que ça sera oui, ça sera la bienvenue pour nous. D'accord. C'est très bien ça. Ça voudrait dire que déjà la e-santé est intégrée même dans le curricula, dans les formations avec vous. C'est ça. D'accord. Et vous les faites, cette formation, vous la faites où, à l'INFAST? Oui, à l'INFAS, au sud de Treichville. Oui, oui. Vous savez que moi, j'ai fait justement mon master là-bas en management système d'information sanitaire à l'INFAS. Ah, bon, d'accord. Ah, ok. D'accord, c'est bien. Merci. En tout cas, c'est bien que les infirmiers s'intègrent dans la e-santé. Ça fait partie des métiers d'avenir. C'est Alors, je ça. vois quelqu'un vraiment qui ça me fait plaisir de la voir. Lania, bonsoir. Elle est très occupée, mais elle a pris du temps aujourd'hui pour être parmi nous. Bonsoir, bonsoir ma chère Corinne, j'espère que vous allez tous bien. Ça va super bien. D'accord. Merci Je d'être présente. participe à partir de la Tunisie. Je te réponds Ah, à en partir de Paris la très Tunisie. prochainement. Hmm. Merci. Merci infiniment d'être présente. Merci infiniment. Je vois encore Monsieur Yobou Yannick. Bonsoir à vous. Monsieur Yobou Yannick, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Chez vous? Ça va super bien. Ok, Pouvez-vous merci. présenter à cette communauté que vous voyez aujourd'hui, qui est votre communauté? Bon, moi c'est monsieur Yakamene Boyou. Mhm. Bon, je suis un administrateur, un collaborateur ici avec madame Joyce Dou. Voilà, donc je D'accord. participe à la réunion pour pouvoir aussi prendre connaissance des différentes informations qui seront dites à la réunion. Bienvenue. Donc, merci. Bienvenue à la session. Bienvenue. En tout cas, merci et j'espère que vous allez apprendre autant que nous apprenons chaque jour davantage. On va démarrer la session effectivement dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Eric Traoré, je vais poser une question non pas en tant qu'expert et demander par exemple comment ça se passe de là où vous êtes. C'est quoi le plat préféré là-bas? Vous êtes au Canada, je crois. Oui. Ben, peut-être je vais vous surprendre. Dites-nous, surprenez-nous. Mais je ne me suis pas fait assimiler.
Je me suis intégré, mais pas assimilé. Ça C'est-à-dire, voudrait je dire, continue à manger à Tchéké. hey, Comme mon épouse vient du Togo, donc nous à Kassa, Sortefeuille. Ouais, c'est ça. Mais c'est au niveau des enfants, c'est un peu plus atypique parce que, bon, et ils sont nés ici, ils savent c'est quoi. Ben, donc, on est encore dans les, dans les hamburgers. dans les hamburgers, c'est ça. D'accord, c'est compris. C'est compris, il n'y a pas de problème. C'est ça, Il faut, merci. il faut pas toujours Ah s'assimiler. non, 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 on s'intègre, mais on ne s'assimile pas. D'accord, c'est parfait. C'est compris. Je vois Monsieur Papi qui est en train de sourire. Il dit comment les gens vont ailleurs et puis ne sont pas en train de s'intégrer. Ils veulent simplement s'assimiler. Je vois Monsieur Papi qui est en train de sourire là-bas. On essaie. D'accord, ça se passe bien. Monsieur, c'est ça, Monsieur Kenbo Vitogbe, bonsoir, bienvenue. Allô, Monsieur Ken, c'est ça, Kenbo Vitogbe. Bonsoir. Je suis en circulation, donc j'ai coupé le micro. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bienvenue à notre session en tout cas. Merci, merci. On va démarrer dans 4 minutes la session de ce jour. Qui est-ce que je n'ai pas encore vu, Kétan, que tu as vu et qu'on n'a pas salué, qu'on n'a pas remercié? Monsieur Papi, je vous vois vraiment très attentif aujourd'hui pour nous. Effectivement, bon, ça va. On est là. Je suis Papi Chika. Je suis à Congo. Je suis microbiologiste, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des techniques médicales de la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba, RDC. D'accord, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que la e-santé en microbiologie? Qu'est-ce que ça peut apporter en microbiologie? La santé publique. En fait, en microbiologie, nous avons besoin de la e-santé pour, d'abord, c'est pour générer les données. C'est ça. Ah oui, parce qu'actuellement, euh, comme je suis en train de mener des recherches sur les nouvelles gènes des résistances qui sont en circulation dans notre contrée, parce que les résistances sont maintenant une monnaie courante chez nous, hein. Alors, on voulait savoir ce qui n'a jamais existé à travers le monde, et c'est pourquoi je suis en train de construire les arbres phylogénétiques afin de pouvoir comparer les gènes de notre ville comparativement à ceux qui sont dans la circulation à travers le monde. Et vous voyez, sur ça, j'ai besoin de la e-santé pour pouvoir avoir la base génétique pour comparer ce qu'ils sont en train de faire à Colombie. C'est ça, c'est ça. Et en plus, vous avez la chance en plus Ouais. d'avoir quelqu'un qui fait de la recherche clinique ici, en l'occurrence notre expert du jour. Donc, je pense qu'après, il y a des synergies qui pourraient se faire. En tout cas, on est tous disponibles pour vous accompagner. Pas de souci. D'ailleurs, nous avons besoin euh, de, de tels facilitateurs pour pouvoir peut-être insérer ce que nous n'avons pas. Ça va se faire. Ça va se faire. Vous savez, cette communauté, c'est notre communauté à tous, hein. Donc, on va réseauter, on va se donner des coups de main et puis ça va nous Super. permettre de justement évoluer ensemble. D'accord. Merci à Oui. tous. Il est 59. Dans une minute, on va démarrer notre session écho du Merci jour. beaucoup. Merci infiniment. Portez-vous bien et puis restez attentifs pour la suite. Je pense que la session d'aujourd'hui, c'est votre session parce qu'on parle des recherches aujourd'hui. Alors, il est 14 heures, Kétan, et je pense que nous allons démarrer notre session, justement.
Je vais couper mon micro et te laisser démarrer. Ok. Ok. Donc, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, bienvenue à cette session du jour. On est quand même à notre 10e session et on va démarrer sans plus attendre. Donc, on va démarrer déjà avec notre thème vers une recherche clinique centrée patient grâce aux outils numériques, opportunités et défis. Donc, pour en parler, je me présente, je suis Kétan Soukou, je serai le coordonnateur pour cette session, je suis le coordonnateur depuis le début. Madame facilitatrice, Madame Corinne Ouattara, qui facilite, vous la connaissez déjà, c'est elle qui met de la bonne ambiance dans nos sessions. Et on a nos experts, on a deux experts aujourd'hui. On a le docteur Joyce Dou, directrice CRO URCCI, il y a une erreur ici, directrice Académie Rusta. Donc, elle était déjà experte une fois et aujourd'hui, elle revient encore pour nous enrichir avec, nous partager son expérience. On a M. Eric Traoré qui a déjà intervenu, qui s'est déjà présenté. Il est auditeur en économie numérique, entrepreneur, fondateur de l'application web Fleur de Vie. Donc, et on a notre présentatrice de cas, qui est Mme Marie-Claire Billet, qui est attachée de presse, référente opération, et c'est elle qui va présenter le cas aujourd'hui. Donc, l'importance de ce thème. La recherche clinique, d'abord, est au cœur de l'innovation médicale et son avenir passe désormais par le numérique. Donc, un modèle centré sur le patient permet d'améliorer la qualité des données, l'engagement et la confiance des participants. Les outils numériques, applications, plateformes de suivi, bases de données intelligentes facilitent la collecte et l'analyse des informations en temps réel et ils offrent des opportunités inédites, réduction des coûts, gain de temps, accès élargi aux populations éloignées et vulnérables. Cependant, il soulève aussi des défis majeurs de protection des données, d'éthique, d'inclusion numérique et de fiabilité scientifique. C'est ce que la solution qui va être présentée tout à l'heure par notre présentatrice des cas essaie de régler, puisqu'il touche principalement les jeunes filles. C'est une application de suivi des cycles menstruels. Les jeunes filles, les femmes en âge de procréer. Donc, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur la solution du jour. Et cette session permettra de mettre en lumière la nécessité de réconcilier l'innovation et l'humanité. Et l'humanité en gardant le patient au centre comme voilà, ce qui devrait être fait normalement. Donc, on a la présentation des participants qu'on a déjà faite. Et là, on est en train de faire l'agenda de la formation. Ensuite, de la session. Et après, on a la présentation du cas qui va durer 10 minutes. Vous aurez l'occasion de poser des questions de clarification d'abord avant d'apporter vos recommandations. Et ensuite, l'expert va aussi poser ses questions s'il a des zones d'ombre. Ensuite, on a la recommandation. C'est après cela qu'on passe aux recommandations. Donc, vous pourrez donner vos recommandations, dire ce que vous pensez qui doit être fait pour améliorer la solution dans un cadre de bienveillance. Ensuite, l'expert va donner ses recommandations. Donc, on aura peut-être une présentation didactique de l'expert de 20 minutes où il échangera sur un thème, il donnera son avis sur un sujet en rapport avec le thème du jour. Et vous aurez l'occasion de poser des questions si éventuellement il y en a. À la fin de la session, on aura un sondage qui sera directement sur Zoom. Il n'y aura pas de lien. Vous aurez juste, ça apparaîtra sur votre écran. Vous pourrez répondre rapidement aux questions qui seront posées à la fin. Donc, les consignes, pour les autres, c'est une répétition, mais ceux qui viennent pour la première fois, les consignes, c'est de ne pas partager des informations protégées, de se présenter, d'allumer surtout sa caméra, parce que c'est l'essence même du programme ECHO, allumer sa caméra pour que la communauté puisse vous voir, si c'est possible.
Si c'est possible, il faut allumer sa caméra et lever la main lorsqu'on veut parler pour ne pas couper la personne qui est en train de prendre la parole. Ensuite, euh, il faut vous présenter. Quand vous prenez la parole, vous dites votre nom, votre organisation, ce que vous faites. Ensuite, vous donnez votre recommandation, vous posez votre question éventuellement. Alors, s'il y a des soucis, par exemple, pour intégrer AECO, qui est la plateforme à travers laquelle les certificats sont envoyés dans vos mails, vous pouvez l'écrire dans le chat avec votre mail et votre nom. Comme ça, je vous aiderai à vous inscrire sur AECO, parce que c'est vraiment important. Ensuite, la session est enregistrée pour qu'après on puisse regarder. Il y a des gens qui ne pourront pas se connecter ou qui ne pourront pas suivre de A à Z. Donc, ça va vraiment les aider après à avoir les informations qui seront partagées par la suite, juste après ma présentation. Et comme j'ai dit, il faut vraiment s'inscrire sur AECO. Donc, j'ai mis le QR code là pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. On est plus de 400, mais il n'y a que la moitié qui sont sur AECO, donc il faut vraiment s'inscrire. Si ce n'est pas encore fait, vous scannez le QR code, vous vous inscrivez rapidement. Voilà, vous avez quelques minutes. Et c'est de cette plateforme-là, AECO, que les certificats sont envoyés. Après, on fait les certificats après 2 sessions. Donc après 2 sessions, si vous avez participé à 2 sessions, vous aurez votre certificat. Donc il faut scanner le QR code. Si vous n'arrivez pas à le faire, je le mettrai le lien dans le chat de toute façon pour que vous soyez inscrit. Alors, donc, comme j'ai dit, à la fin de la session, on aura un sondage sur la session du jour. Donc, vous pourrez répondre aux questions. Et je tiens à préciser que ce soit la vidéo et l'autre, les données qui sont collectées sont strictement confidentielles, utilisées pour analyse et amélioration. Donc, conforme aux normes de confidentialité du programme ECOI Santé. Donc, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui voudraient mon contact, qui voudraient une assistance personnelle par rapport à ce on a dit tout à l'heure à ECHO, vous pouvez prendre le contact ou le mail pour m'écrire directement. Et merci de m'avoir écouté. Je vais passer la main à notre facilitatrice pour qu'elle lance officiellement la suite de la session et la présentation des cas. Merci beaucoup. Merci, Kétan. Envoyez-lui des réactions. Il a bien présenté. En tout cas, s'il n'a pas bien présenté aussi, envoyez-lui une réaction pour lui dire que ce n'était pas bien présenté. Mais je pense que le maximum a bien compris ce qu'on a dit. Merci pour toutes vos rédactions qu'on reçoit. Merci infiniment. Alors, on va démarrer vraiment aujourd'hui notre session. Alors, je vais déjà commencer à vous saluer, à vous dire bonjour, bonsoir, en fonction de la position à laquelle vous vous trouvez, à toutes les personnes, et puis vous dire bienvenue à notre 10e session Éco Santé. Normalement, quand c'est 5, 10, comme ça, on doit commencer à fêter, célébrer. Prochainement, on va faire une fête. Mais bienvenue à la 10e session Éco Santé Afrique francophone. Donc, je suis Corinne Ouattara, épouse Nguessan, donc facilitatrice de cette rencontre. Donc, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les mercredis, pour cette session avec le thème vers une recherche clinique centrée patient grâce aux outils numériques, opportunités et défis. Donc, comme Kétan vous l'a dit tout à l'heure, vous connaissez on va vous présenter les différents intervenants. On a notre première experte qui est Dr. Joss Doon, qui est directrice académique du groupe RUSTA, groupe universitaire RUSTA, qui est également directrice CRO de URSI, qui est une entité de recherche clinique. Ensuite, on a également Eric Traoré, qui est entrepreneur, éditeur et qui est fondateur également d'applications. On a également Marie-Claire Billet, qui est notre championne du jour, d'accord, donc attachée recherche clinique et référente en opération data. Alors, Kétan vous a déjà fait la présentation également et je vais vous dire ce que c'est qu'une session éco en vrai. Pour ceux qui nous prennent en vrai, Éco e-santé, c'est une communauté. Donc, une communauté de personnes qui se sont joints ensemble pour pouvoir vraiment travailler de façon méthodologique sur tout ce qui est collaboration e-santé, partager des connaissances, des expériences entre experts, praticiens, participants, dans une logique de réseau, discuter de cas réels, cas pratiques, apportés par des participants, et puis réfléchir également ensemble à des meilleures solutions possibles, renforcer les capacités locales. Quand je dis locales, c'est vraiment, je parle Afrique francophone de façon générale, car l'idée est que chacun de nous reparte avec des compétences et des outils. Donc, une session d'éco, c'est vraiment ça.
dans la bienveillance, dans un esprit de partage. Et c'est ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, et qui nous permet, pardon, de résumer Ecoïs Santé en disant, on commence ensemble, on apprend ensemble et on avance ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre présentatrice de cas, notre championne d'aujourd'hui, de commencer à partager son écran pendant que je vous explique pourquoi cette session, pourquoi ce thème d'aujourd'hui. Alors, on a choisi ce thème d'aujourd'hui simplement parce que nous avons décidé que la recherche médicale doit pouvoir servir pour le patient. Avec le numérique, c'est que c'est vraiment désormais possible pour mieux comprendre le patient, pour mieux comprendre l'expérience du patient, pour suivre la santé du patient, même à distance, inclure plus de personnes dans les études, pas seulement dans celles qui habitent près de ces hôpitaux, mais également, elle va poser également de la protection des données, qu'est-ce qu'il faut collecter, qu'est-ce qu'il ne faut pas collecter, être vraiment au cœur du. Je vais à partager son 10 minutes, tenter son cas aujourd'hui. Marie-Claire, bonsoir. Marie-Claire. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous pouvez augmenter votre micro très faiblement, motivée parce que, écoutez, elle est un peu stressée, cette communauté est un peu vivante. Donc, envoyons-lui des réactions. Voyez le sourire. Elle a commencé à sourire. Ça veut dire qu'elle va se mettre dans une bonne situation pour bien pour nous apporter des bonnes choses. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers experts. Bonsoir, chers docteurs. Je suis Marie-Claire Billet, attachée de recherche clinique à l'URSI. Et je vais vous présenter ce soir le cas de ce jour qui est HAS, qui est une application mobile qui permet aux femmes et aux jeunes filles de faire le suivi de leur menstrues, le suivi des grossesses, mais pas que. HAS permet aussi aux jeunes hommes de pouvoir faire, d'avoir la sensibilisation sur les IST, MST. Ici, nous vous présentons HAS est en phase de pilote actuellement, est disponible sur Android, iOS, Cloud, etc. Nous avons ici la page d'accueil de HAS, c'est-à-dire là, nous avons le bouton qui nous permet de pouvoir changer la langue du contenu de l'application, le logo de l'application. Et lorsque nous appuyons sur Découvrir, nous avons les différents modules de l'application, c'est-à-dire le suivi du cycle menstruel. Le suivi du cycle menstruel nous permet de faire le suivi des menstrues, avoir des prévisions de nos prochains cycles sur 6 mois. Nous avons aussi le suivi des grossesses, c'est-à-dire suivre l'évolution de la grossesse au fur et à mesure. Nous avons le module des formations présenté sous forme d'articles. Nous avons des articles qui parlent des menstrues, de la grossesse, des IST, MST, des VBG. Mais après, plus tard, ce que nous allons faire, c'est faire des petites vidéos avec des experts qui pourront échanger sur plus de thèmes pour donner plus d'informations à la communauté. Nous avons un agenda de consultation de téléconseil, c'est-à-dire on peut, via l'application, on peut prendre des rendez-vous avec les médecins spécialistes et faire une consultation dans le lieu d'exercice de ce médecin-là. Nous avons aussi un forum de discussion, c'est-à-dire que si nous avons des préoccupations qui ne nécessitent pas forcément de consultation, nous pouvons poser nos questions, nos préoccupations dans le forum et un médecin spécialiste pourra nous répondre par la suite. Voici comment est-ce que les différents modules se présentent dans l'application. Dans chaque module, il y a des articles adaptés au module, au thème du module, c'est-à-dire des articles adaptés pour le cycle menstruel, des articles adaptés pour le suivi de grossesse, des articles adaptés pour le VBG et la page de téléconseil. Voici comment le forum aussi se présente, c'est-à-dire là, on peut poser la question que nous voulons poser et le médecin spécialiste vient et y répond après. Ici, nous pouvons prendre rendez-vous avec les médecins. Ici, voilà comment est-ce que nos articles se présentent dans l'application.
Et là, lorsque nous arrivons dans l'application, nous avons le choix, nous avons la possibilité de choisir la rubrique que nous souhaitons. Le calendrier du cycle menstruel se présente comme suit, c'est-à-dire lorsque nous arrivons, nous enregistrons la date des menstrues et automatiquement, il y a une prévision qui est faite, c'est-à-dire nous voyons le jour de saignement, les probables jours d'ovulation et nous avons une prévision sur 6 mois après. Mais lorsque nous revenons encore pour modifier la date, c'est-à-dire que si nous modifions la date, nous mettons une nouvelle date, ça prend en compte la nouvelle date et c'est automatiquement actualisé. Le calendrier du suivi de grossesse se présente aussi comme suit. Lorsque nous venons, nous enregistrons la date de nos dernières règles et en fonction de ça, il y a une prévision qui est faite. Nous voyons la période du premier, deuxième, troisième trimestre et les moments où il faut consulter. Sur l'application, nous avons aussi la possibilité, l'utilisateur a aussi la possibilité de pouvoir enregistrer les symptômes ressentis lors des saignements, c'est-à-dire lors du cycle menstruel ou lors de la grossesse. Le premier trimestre, c'est-à-dire on a différencié les trimestres avec des couleurs, le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre pour pouvoir donner plus d'idées à la fin. Ici, nous avons l'interface du suivi du cycle menstruel et l'interface du suivi du cycle de la grossesse. Nous avons fait de petites représentations sous forme de fruits en fonction du poids, de la taille de l'enfant, en fonction du mois de la grossesse, de petites représentations pour que la femme puisse avoir quand même une idée de l'enfant qu'elle porte. L'accueil pour la prise de rendez-vous. Lorsque nous arrivons sur la page pour la prise de rendez-vous, nous avons la liste des médecins qui sont disponibles, qui sont sur l'application, c'est-à-dire nous pouvons voir les médecins généralistes, les psychologues, les gynécologues. Et lorsque nous cliquons sur un médecin, nous avons la possibilité de voir toutes les plages horaires de ce médecin. Et nous choisissons une plage horaire et nous validons le rendez-vous. Le médecin, lui, il reçoit une notification, il voit le rendez-vous et il confirme. Il peut aussi reprogrammer le rendez-vous, c'est-à-dire s'il a eu un empêchement, il peut reprogrammer le rendez-vous et l'utilisateur a la possibilité, reçoit une notification et ensemble, ils vont voir comment reprogrammer le rendez-vous, comment placer le rendez-vous. Et nous, par derrière, nous avons aussi une traçabilité de tous les rendez-vous effectués en attente et tout. Comme je l'ai dit plus haut, les articles sont disponibles aussi sous forme audio, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas peut-être le temps de pouvoir lire tous les articles. Nous avons aussi pensé à ces personnes faire les articles aussi sous forme audio pour pouvoir écouter. Et sur l'application aussi, nous avons une bibliothèque numérique qui est Scholavox pour des personnes qui voudraient approfondir encore leur connaissance. Ils ont un contact pour appeler pour avoir plus d'informations. Et voici comment est-ce que la page de cette bibliothèque-là se présente. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions, remarques et suggestions. Merci. Bravo, 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 bravo. On voyait des cœurs. À les réactions, je n'ai même pas encore commencé à parler que je vois tellement de réactions. Merci, 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 merci pour la présentation. À Marie-Claire Billet pour cette présentation. Alors, comme vous le savez, après, ma communauté n'arrête pas. Aujourd'hui, ma communauté n'arrête pas. Marie-Claire, prochainement, peut-être parle un peu plus fort parce que je vois quelqu'un dans le chat me demande de te dire de parler un peu plus fort. Mais merci pour cette belle présentation. Alors, ce qui va se passer maintenant, nous allons passer dans par la deuxième partie. On va demander à Marie-Claire de départager d'arrêter le partage de l'écran. Et on va demander à la communauté de passer à des questions de clarification. Alors, les questions de clarification, ce sont des questions qui vont permettre, que vous allez poser à notre présentatrice du jour pour lui permettre de pouvoir, comment est-ce que je pourrais dire, de mieux vous orienter pour les recommandations que vous auriez à lui apporter pour sa solution. Donc, toujours vraiment dans un esprit de bienveillance.
Et comme on est dans la recherche, s'il y a des questions qu'elle ne maîtrisera pas, parce qu'on est dans le volet de recherche, nos experts nous ont appelés pour nous demander, ils pourront apporter des éclaircissements sur certains points un peu plus tard. Donc déjà, vous connaissez le principe, soit vous levez la main comme ça, soit vous avez l'icône de main levée pour pouvoir prendre la parole, pour poser la question, pour qu'elle puisse mieux vous orienter au niveau des questions. Donc, je demanderai, et les experts prendront les questions un peu plus tard. Donc, à la communauté, vous avez entendu vos questions de clarification. Donc, mon Dieu, d'accord, ok. Donc, Marie-Claire, je pense que vous allez commencer à prendre des notes. Il y a Dr Zanga qui est là, qui est le premier à poser la question. Dr Zanga, pour votre question. D'accord. Merci beaucoup à notre présentatrice du jour. Je crois qu'elle vient de nous présenter une très belle solution qui pourra nous aider et faciliter aussi la prise en charge de nos différents patients et notamment le suivi des femmes enceintes quand on sait que c'est un aspect qui est beaucoup plus difficile et très fragile aussi. Alors, moi, j'ai quelques questions. Allez-y, allez-y, je vais couper le micro ici. Ok, D'accord, d'accord. allez-y. Donc, ma première question, elle a dit comme ça qu'il y aura des articles, c'est-à-dire les personnes qui auront accès à l'application et tout, ils auront la possibilité de lire des articles sur l'application pour des questions de connaissances. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que les rédacteurs de ces articles seront référencés à la fin de l'article en quelque sorte? Aussi, j'aimerais savoir... elle a dit comme ça les patients auront la possibilité de noter les symptômes au niveau de l'application. Je me demande, ça sera dans quel but? Dans quel but les patients vont pouvoir indiquer les symptômes qu'ils ressentent? Est-ce que ça sera pour pouvoir poser un diagnostic ou pas? Aussi, au niveau de la facturation, je vais parler de ça. Est-ce que pour avoir accès à l'application, pour avoir accès aux différents services que l'application propose, est-ce que l'utilisateur doit créer un compte ou il peut rentrer simplement et puis pouvoir poser cette question et tout? Aussi, au niveau de la prise de rendez-vous et tout, est-ce que la facturation sera faite directement? Parce que si je passe par exemple par la plateforme pour prendre un rendez-vous, est-ce que je serai facturé pour ce service? Ou bien, lorsque le rendez-vous sera confirmé, étant donné que je vais payer pour une consultation, ça sera entre vous et puis le médecin spécialiste qui recevra le patient. Parce que c'est un volet financier, il faut vraiment qu'on évoque. On est confronté à beaucoup de situations où la population n'a pas vraiment les moyens pour pouvoir subvenir, pouvoir faire le minimum de soins à leur niveau. Donc, j'aimerais éclaircir sur ce point-là. Merci. D'accord. D'accord, docteur Zanga. Marie-Claire, vous êtes là. Alors, plusieurs préoccupations ont été posées. La dernière préoccupation, c'est surtout au niveau du modèle économique. Donc, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Si vous les avez, si vous ne les avez pas, ben, écoutez, vous nous dites et puis on aura le temps de pouvoir revenir dessus. Oui, merci, docteur Zonga. Pour répondre à vos questions, bien sûr, les articles sur l'application sont référencés. Tous les articles sont référencés. Et par rapport à l'accès à l'application, lorsque l'utilisateur vient sur la plateforme pour la première fois, il y a un compte qui est créé. Il y a un compte qui est créé au début et après, c'est-à-dire à la deuxième utilisation, troisième utilisation, il ne suffit que de se connecter, d'avoir Internet et oui, ça passe. Pour la prise de rendez-vous, déjà, il faut savoir que l'application est payante par an. C'est un abonnement sous forme d'abonnement par an. Donc, lorsque l'utilisateur, avant même de pouvoir utiliser l'application, il y a l'abonnement qui est fait. Donc, lorsque l'abonnement est fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec le médecin et vous partez dans son lieu de service. Bien évidemment, quand vous arrivez là-bas, la consultation et tout ce qui va se faire là-bas, vous allez payer. Donc, c'est un peu ça. L'application est payante, mais par an. Lorsque vous faites votre abonnement, vous avez la possibilité de prendre le rendez-vous. Et lorsque vous partez à votre consultation, vous payez la consultation et les ordonnances, tout ce qui va se faire à l'hôpital. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, ça voudrait dire qu'on paye pour la prise de rendez-vous, mais c'est juste pour avoir le rendez-vous, mais sur place, va se payer les frais de consultation auprès de l'établissement de santé.
Voilà, c'est D'accord. ça. Monsieur Papi, docteur Papi. Monsieur Papi. Merci Corinne pour la parole m'accorder. Je commence par féliciter notre présentatrice de cas. En tout cas, c'est un cas qui est très intéressant pour nous tous, comme nous sommes en recherche clinique. Mais moi, je voulais un peu savoir, est-ce que cette application est déjà mise sur le marché ou bien ils l'ont déjà expérimenté? Si oui, euh, ils l'ont expérimenté dans combien de mois ou bien des jours, tout ça, pour savoir si ça marche très bien. Ça, c'est de un. De deux, en fait, comme si je veux faire une étude de cohorte pour suivre les femmes enceintes et dire, par exemple, j'aimerais un peu suivre telle pathologie, voir quand est-ce que ça apparaît, pour quelle fréquence, tout ça. Est-ce que ça va marcher avec une étude de cohorte, cette application? Une autre question, comme nous voulons atteindre toute personne, même dans les coins les plus reculés, est-ce qu'on a pensé à faciliter les populations qui sont dans des milieux riverains, qui n'ont pas une facilité d'avoir un Android? Comment est-ce qu'on peut les aider aussi? Parce que c'est ça, normalement, le but de ces sessions, c'est pour atteindre les endroits les plus reculés. Avec le problème de connexion que l'Afrique connaît partout. Merci, c'est un peu les quelques préoccupations que j'avais. D'accord. Marie-Claire, alors vous avez les préoccupations de Monsieur Zanga. Je vous les rappelle ou bien c'est bon, vous les avez notées, vous pouvez. Oui, je les ai notés. Merci, madame. Allez-y. Par rapport au déploiement, actuellement, nous sommes à la phase pilote de l'application. Donc, l'application n'est pas déployée sur les plateformes de téléchargement. Lorsque nous allons finir la phase pilote et autres, nous allons pouvoir maintenant déployer l'application. Nous avons, donc, pour la question de est-ce que nous avons expérimenté l'application, combien de temps et tout, nous sommes en cours la phase pilote est en cours actuellement. Donc oui, nous sommes en train d'expérimenter l'application avant de la déployer. Par rapport aux populations reculées, pour le moment, ce que nous avons fait, c'est que pour avoir accès à l'application, il faudrait avoir un Android. Et ce que nous avons voulu faire, c'est prendre dans les zones reculées un certain nombre de femmes au début qui ne vont pas payer l'application. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser l'application et sur un nombre de temps et après, on va leur demander de pouvoir payer. Mais le coût qu'il faut donner par an est vraiment réduit. C'est-à-dire nous allons penser à toutes ces populations-là pour pouvoir donner le prix par an. Donc, lorsqu'elles viennent sur l'application, pour la première fois, elles ne vont pas payer. Sur un nombre de temps, elles vont utiliser l'application et après, nous allons maintenant exiger qu'elles payent pour pouvoir utiliser l'application. Si elles n'ont pas de connexion, bien sûr, les informations qu'elles ont rentrées lorsqu'elles avaient la connexion sont stockées. Et lorsqu'elles ont, elles ont la connexion, ça actualise au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. Merci à Marie-Claire. Je vois que mon cher ami Hichem m'a posé une question. Est-ce qu'il veut que je puisse la poser ou il est là, il pourrait la poser pour avoir un meilleur éclaircissement de sa question? Bonjour Florine. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc ma question c'était, merci déjà beaucoup pour la présentation et bravo pour l'initiative et le projet, très structurant et inspirant. Quelle est votre approche en termes de données personnelles de santé, donc en termes de privacy, de sécurité et l'équilibre pour la valorisation de ces données, tant d'un point de vue médical que d'un point de vue pourquoi pas économique? Par rapport à la... Docteur, si j'ai bien compris, vous parlez de la sécurité des données, c'est ça? En fait, par rapport aux données, les données personnelles de santé, quelle est votre approche, votre stratégie concernant les différentes dimensions, c'est-à-dire le respect de la conformité liée à la réglementation en Côte d'Ivoire au niveau des données de santé, mais aussi la sécurisation en termes de cybersécurité et l'équilibre à trouver en termes pourquoi pas, de modèle de valorisation, modèle économique. Mais la valorisation, elle est à la fois médicale, elle peut être médicale en termes de retour d'expérience au niveau des données, mais également économique, avec des inclusions, des intégrations avec des assureurs éventuellement ou avec d'autres acteurs.
D'accord, docteur. Par rapport au traitement de données à la sécurité et tout, nous avons des serveurs. Nous avons un serveur OVH sur lequel les données sont stockées et nous avons aussi un serveur interne. Pour le traitement des données, nous avons eu l'autorisation du ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi l'autorisation de l'AETCI pour pouvoir faire le traitement de ces données. Donc, les données sont sécurisées et très confidentielles. Super, bravo. Et pour la valorisation de ces données-là, quelle est votre stratégie par rapport aux données? Est-ce que par rapport à la partie médicale, mais aussi la partie économique, est-ce que ça fait partie d'éléments importants de votre stratégie? Oui, oui, ça fait partie d'éléments importants de notre stratégie et nous avons mis une stratégie en place pour pouvoir faire la valorisation économique et médicale aussi de ces données. Ah, super, merci. En tout cas, bravo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide, je peux prendre quand même une dernière question. Donc, est-ce qu'il y a une question de la communauté sur le projet de notre championne du jour? Alors, puisqu'il n'y a pas de question de clarification, je vais demander à Eric Traoré, notre expert, est-ce que tu as des questions? Alors bonjour tout le monde, peut-être ceux qui n'étaient pas là au début. Mon nom est Eric Lénacan. Je suis auditeur comptable et fiscal dans l'économie numérique. Qui dit économie numérique parle du commerce électronique en ligne et la crypto. Aujourd'hui, c'est ce qui est d'actualité. Et en plus de ça, je suis entrepreneur et je suis fondateur de deux applications dans la santé numérique, notamment e-Medicare et Fleur de vie. Ben, dans un autre monde, dans un monde idéal, j'aurais dit, hey, ben venez, on va travailler ensemble parce que c'est une synergie là. Effectivement, Fleur de vie est dans le même canevas. Nous travaillons c'est-à-dire tout ce qui concerne, on va dire, le cycle menstruel, tout ce qui concerne aussi les formations, le sida, le cancer et autres. Donc, une fois que j'ai dit cela, je voudrais revenir un peu au niveau du modèle d'affaires. Je n'ai pas réussi à comprendre bien parce que je pense quand elle a dit c'est payant, je voudrais avoir un peu plus de clarification à ce niveau-là. Ok. Maintenant, Marie-Claire. le deuxième, à moins qu'elle veuille répondre d'abord à Non, la première. allez-y, on va noter vos questions. OK. Le deuxième élément, ça va concerner au niveau de la cible, la clientèle. Parce que quand on parle de cycle, est-ce que c'est des personnes, je veux dire, c'est des jeunes filles en âge adolescente et autres, comme on dit là dans les lycées et collèges, les jeunes filles qui ne maîtrisent pas le cycle et autres, ce qui est peut-être la cause de grossesse en milieu scolaire, ou bien ça s'adresse à tout type de public, c'est-à-dire il suffit que tu sois une femme. Parce que la question va être importante peut-être par rapport aux recommandations que je vais certainement faire plus tard. D'accord. Ouais. Alors, Marie-Claire, la première question d'Éric Traoré était de bien expliquer votre modèle économique. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent au travers de l'application? Il n'a pas bien saisi. Et deuxième, de définir la cible. Il a besoin de comprendre la cible véritable. OK, par rapport au modèle économique, c'est-à-dire... Si vous pouvez parler un peu plus fortement. Oui, OK. Par rapport au modèle économique, comme je l'ai dit, lorsque les utilisateurs viennent sur l'application, il y a un abonnement qui est fait. L'abonnement, c'est 5 000 francs par an. Donc, lorsque vous payez ces 5 000 francs, parce que lorsque vous payez ces 5 000 francs par an, que vous pouvez utiliser pleinement l'application. Donc, c'est ça. C'est le montant qu'il faut payer par an pour pouvoir utiliser l'application, pour avoir accès à toutes les rubriques de l'application. Par rapport à la cible, la cible, c'est les étudiants, les femmes en âge de procréer, les jeunes filles, les femmes, c'est-à-dire tout type de public. C'est-à-dire on n'a pas exclu un nombre de personnes. Si nous prenons que des femmes
qui sont dans les lycées, dans les collèges. Bien vrai que la demande est forte là-bas, mais il y a aussi des femmes dans les zones reculées qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément scolarisées, mais qui ont besoin aussi de ce genre d'application. Donc, nous avons vraiment pensé à tout le monde pour pouvoir concevoir l'application. Alors, Dr. Joyce n'a pas de questions pour l'instant. Elle nous posera les questions. Elle va aller au didactique, sauf si elle veut poser des questions, mais je ne crois pas qu'elle veuille en poser. Il y a une question qui a été posée. Dr. Joyce, vous avez des questions, non? Non, j'ai pas de questions pour l'instant, mais je pense qu'après, juste avant ma présentation, je pourrais conforter certaines informations, je pense. D'accord. Ensuite, il y a Monsieur Eric, si vous n'avez pas une autre question, il y a Myriam qui a posé une question. Est-ce que l'application s'adapte en termes de suivi des maladies chroniques, notamment diabète gestationnel ou autres, prééclampsie, tout ce que vous voulez? Pour le moment, non, mais c'est une chose à laquelle nous avons pensé pour l'amélioration continue de l'application. Mais pour le moment, non. D'accord, c'est parfait. Alors, si on n'a plus de questions, nous allons passer à la session des recommandations. Donc, on va passer aux recommandations. Est-ce que les participants aujourd'hui ont des recommandations à faire à Marie-Claire à partir de tout ce qu'elle a pu dire, nous faire comme présentation aujourd'hui, avant que l'expert ne vienne nous donner ses recommandations? Docteur Zanga, vous avez posé une question, vous avez une recommandation qui va avec. Hichem également, tous ceux qui ont posé des questions. Est-ce que vous avez des recommandations? On a une plateforme aujourd'hui qui permet de pouvoir améliorer, qui est une plateforme de, on va dire, santé sexuelle reproductive. Donc, accompagner, suivre la jeune fille dans son cycle de vie. Donc, et encore même les femmes enceintes, comme l'a dit docteur Zanga. Est-ce que vous aurez quelque chose dans l'amélioration de sa plateforme à lui recommander? Oui, Myriam a levé la main. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Très bien. Cette recommandation, elle va avec un petit peu. C'est très faible. C'est mieux? Là, c'est mieux. Oui, au fait, la recommandation, elle va avec la catégorie de personnes que j'ai demandé si elles sont incluses dans l'application, c'est-à-dire le suivi des grossesses qui ont des difficultés, des maladies chroniques c'est les plus grands demandeurs de suivi de très proche d'une application telle que celle-ci. Ce serait très intéressant de les inclure parce qu'il y aura énormément d'utilisateurs très impliqués. Alors, c'est devenu très faible, mais pour ce que j'ai saisi, je ne sais pas, ce serait de recommander de pouvoir intégrer le suivi des maladies chroniques dans l'application. C'est ce que vous avez dit? Allô? On l'a perdu. Je pense qu'elle doit avoir un problème de connexion. Alors, pour ce que j'ai pu noter, ce qu'elle nous demandait, c'est surtout de pouvoir intégrer le suivi des maladies chroniques pour des femmes qui présentent des maladies chroniques. Et c'est ce qui serait le plus important. Quand elle reviendra, je pense, de sa connexion, elle pourra nous apporter plus d'éclaircissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre recommandation? Est-ce qu'il y a une autre main levée? Une autre recommandation avant que notre expert ne vienne? Myriam, vous êtes là? Si, voilà, vous pouvez mettre la question dans le chat au cas. Donc, d'ici qu'elle m'envoie la question, il y a Hichem qui a levé la main. Oui, merci encore. Juste, il serait peut-être intéressant d'envisager certaines actions en groupement avec votre structure et avec, pourquoi pas, Chronix Health et avec le ministère de la Santé sur des appels à projets qui peuvent venir de la Banque mondiale ou des appels à projets régionaux pour des déploiements sur des projets pilotes, des territoires pilotes, et après sortir avec des recommandations pour un déploiement national et pourquoi pas régional avec d'autres pays africains. Là, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec certains partenaires
Et c'est des sujets dont on a déjà parlé avec Corinne. Je pense que c'est des sujets assez intéressants, qui sont très mésestimés et qui permettent d'éviter certains coûts, parce qu'ils vont être absorbés par les financements des projets. D'accord. Bon, merci. Merci infiniment. Merci, Hichem. Je pense qu'on essaiera de mettre en contact avec la présentatrice de cas pour justement un suivi. Donc, Myriam a confirmé ce que j'ai dit. Donc, c'est vraiment le suivi parce que c'est plus important d'avoir le suivi de ces femmes enceintes qui souvent ont des grossesses gestationnelles qui ont besoin d'un plus grand suivi. Est-ce qu'on aura d'autres questions qui viennent, d'autres recommandations, pardon? Est-ce qu'on a d'autres recommandations? Je regarde toujours dans le chat. Alors, en termes de recommandations, si je vais bien revenir sur ce que disait Asia, c'est qu'en Algérie également, ce serait bien d'avoir un tel projet. Est-ce que votre solution est réplicable? Enfin, de penser à une possibilité de pouvoir la répliquer, comme on a aux recommandations. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, s'il n'y en a pas, on va aller aux recommandations de l'expert, de notre expert, Traoré. Éric Traoré, est-ce que vous aurez des recommandations justement? Oui, j'ai des recommandations à faire. Ben, c'est en lien justement avec les questions que j'ai eu à poser. Donc, concernant le modèle d'affaires, vu que c'est une application qui s'adresse à plusieurs couches, c'est-à-dire les personnes adultes comme les personnes adolescentes, en termes de recommandations, peut-être ça serait important, peut-être pour les jeunes filles qui sont dans les lycées et collèges, je pense qu'ils sont la plus grande cible. Peut-être partir avec un freemium, c'est-à-dire pour des personnes, on va dire, vulnérables qui n'ont pas les moyens. 5 000 francs, on va dire, c'est beaucoup, mais 5 000, enfin, on va dire 5 000 par an, c'est peu. Mais en même temps, pour une certaine couche, 5 000 francs peut être énorme. Surtout que les jeunes aujourd'hui, la priorité est souvent à autre chose. C'était peut-être d'aller avec un modèle à 0 franc, peut-être pour une période de 1 an, jusqu'à ce que la personne soit vraiment habituée. Puisque l'objectif est que... Allô? Est-ce que Oui, on vous vous entend. m'entendez? Oui, c'est ça. C'est ça. Puisqu'à un moment donné, on parle du cycle des grossesses, les mêmes personnes, le bassin que que l'application aurait réussi à récolter auprès de ces franges, c'est-à-dire les jeunes filles adolescentes, ces mêmes personnes-là pourraient se retrouver dans le bassin des femmes enceintes. Et autre aussi, recommandation, c'était peut-être au niveau de l'application, mettre une formule de base, c'est-à-dire qui est gratuite de base, et d'autres formules qui vont être payantes. On vous Donc, écoutait. oui, donc à ce niveau. Maintenant, au niveau de la cible, la raison pour laquelle j'avais posé aussi la deuxième question par rapport à la cible, parce qu'au niveau de la santé numérique, en tout cas, la première observation que j'ai faite, c'est que lorsqu'on fait un produit tout en un, généralement le projet devient lourd et généralement les chances de succès sont généralement amenuisées. Donc souvent, il est souvent important de partir d'abord avec une cible, avec la niche, et au fur et à mesure, on grossit à partir des retours d'expérience que nous avons, essayer de grandir au fur et à mesure. La raison pour laquelle je l'ai dit, par exemple, vous avez dit que la cible concerne les jeunes filles et après, il y a des personnes adultes. Est-ce que peut-être dans un premier temps, ce ne serait pas intéressant peut-être de partir avec les personnes adultes et après ajouter les jeunes filles, ou bien avant ça, commencer avec les jeunes filles et après ça, ajouter les personnes adultes. Donc, ce sont les recommandations que je voulais faire. Mais sinon, D'accord. pour l'ensemble, je trouve que l'application, elle est vraiment
excellent. Surtout, nous vivons dans un contexte où les jeunes filles en milieu scolaire sont beaucoup enceintes. On voit des jeunes filles qui décrochent au niveau scolaire parce qu'ils ont des grossesses indésirées. Donc, c'est une application, je pense, qui vient bien nommer et avec la rentrée scolaire qui s'annonce dans le mois à venir, ce serait vraiment très, 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 très intéressant. Donc, encore félicitations, félicitations. Alors, merci à vous, monsieur l'expert. Et avant de pouvoir passer à la prochaine session, moi, je n'ai pas pour habitude de le faire, mais aujourd'hui, je vais quand même un tout petit peu intervenir également en termes du modèle économique, justement, pour notre cas particulier. C'est sûr qu'on a plusieurs, mais moi, je vois un modèle B2C, B2B également, qui pourrait se proposer également. Et ce que je pourrais dire, c'est sûr qu'on est dans des applications qui demande un coût à l'investissement. Donc, un modèle premium et abonnement premium, oui. La gratuité, ça sera en termes de suivi juste du cycle mensuel et puis d'un forum de discussion. Et puis, quelques articles de sensibilisation comme ce qui nous a été dit. Mais il faut un médium premium pour généralement prendre en charge qui va permettre la prise de rendez-vous, c'est-à-dire l'abonnement qui est fait 5 000 francs, qui va permettre de suivre les rendez-vous, les suivis des grossesses, qui vont donner droit en fait à des services additionnels que je pense que la présentatrice de camp n'a pas eu le temps de nous présenter, mais qu'il y a à l'intérieur. Parce que si j'ai bien vu qu'il y a une bibliothèque, ça voudrait dire qu'il pourrait intégrer des contenus pédagogiques à l'intérieur. C'est ce que je me dis, parce que j'ai essayé de regarder. Après, également, on pourrait avoir des commissions dedans, surtout en termes de téléconsultation, parce que une patiente qui appelle pour un suivi, et surtout quand on a Myriam qui vient de parler tout à l'heure de pouvoir avoir un suivi des malades chroniques, à un moment donné, peut-être que intégrer de la téléconsultation et qui va permettre d'avoir un coût additionnel en termes de tarifs. Donc, ça pourrait avoir, par exemple, impact maternité qui sera un pack qui va permettre un abonnement pour un suivi complet de la grossesse où il y aurait derrière un commissionnement fait pour justement pour la structure. Et puis, pourquoi pas des partenariats avec des sponsoring, comme l'a dit tout à l'heure Hichem, mais également avec des structures, que ce soit des ONG également, pour des campagnes de sensibilisation pour pouvoir avancer. Donc, je pense effectivement que oui, on peut avoir un modèle économique assez mixte sur cette solution. Et quand moi je regarde, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'avantages à pouvoir la déployer. La cible prioritaire, c'est sûr, mais également, c'est sûr qu'avec les élèves, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, aujourd'hui, on a des élèves qui sont très précoces, qui ont besoin d'échanger parce qu'ils ne savent à qui se confier. Donc, de ce que j'ai cru entendre, s'il y a un chatbot ou bien si on peut parler avec un psychologue de façon très confidentielle de certaines choses qu'on ne peut pas parler de ses menstrues ou tout autre développement, je pense que les jeunes, quoi qu'on dise, s'ils sont sensibilisés que le coût n'est pas élevé, ils pourraient effectivement le faire. Quoi qu'on dise, je pense. Donc, commencer par une cible élèves, étudiants, grandir, aller un peu plus loin, mais ne pas ignorer les malades chroniques, comme l'a mentionné également nos autres experts, et surtout penser à la protection des données des différents patients. Donc, ici, étant présenté la première partie de notre session du jour, on va penser à faire intégrer dans notre ah, Marie-Claire, dans notre championne du jour qui veut intervenir. Oui, effectivement, pour l'application, nous souhaitons la développer, la déployer dans toute l'Afrique. Ça, c'est dans nos perspectives. Nous allons déployer l'application dans toute l'Afrique, mais pour le moment, c'est sur La Côte d'Ivoire. oui, sur la Côte d'Ivoire. Et pour l'application, ça s'adresse à tout le monde. L'application s'adresse à tout le monde, mais nous avons fait d'abord une expérience avec les étudiants, avec eux, nous avons fait une enquête et c'est grâce à leurs requêtes, à leurs recommandations, à ce qu'ils ont dit, que nous avons fixé le prix de 5 000. C'est-à-dire, nous allons faire d'abord une étude du marché. Et il y avait même des étudiants même qui souhaitaient même peut-être, qui ont dit qu'ils pouvaient même payer jusqu'à 10 000. Mais nous avons pensé aux personnes de l'intérieur pour pouvoir donner ce prix que nous avons donné. Oui, par rapport à la téléconsultation, nous y avons pensé, mais nous attendons les lois autour, la précision sur les lois autour de la téléconsultation avant de l'intégrer. Sinon, c'est aussi dans nos perspectives. C'est pour ça que je n'ai pas.
D'accord. Merci infiniment à Marie-Claire pour la clarification qui a été apportée. Je veux laisser la parole à Dr. Doum, qui a une présentation didactique justement sur le thème du jour qui est la recherche clinique. Je vais lui demander de pouvoir partager son écran si elle a une présentation à faire, docteur. Oui. Et je voudrais préciser que lorsque Marie-Claire et son équipe pensaient le projet, le mettre en place dans son développement, dans son pilote, ils n'ont pas hésité à s'approcher de certaines structures comme justement URSI avec docteur Joyce également pour pouvoir penser le développement de la solution, accompagner dans la mise en place du projet, de ce projet. Donc, c'est une clarification que je souhaitais vouloir apporter et lui laisser la parole pour les 20 minutes de présentation didactique. Merci, Dr. D'accord, Joyce. merci beaucoup Corinne. Donc merci à tous, bonsoir à tous. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir mettre donc en grand plan les diapos parce que j'ai un petit bug au niveau de l'informatique, les aléas du direct, désolée. Donc je vais devoir laisser les diapos un petit peu comme ça. Donc, je suis déjà passée ici donc sur les présentations, notamment sur certaines formations, mais je me représente. Donc, je suis Joyce Dehou, je suis directrice en fait donc de la CRO URSI, qui est une organisation de recherche clinique privée. Je suis aussi directrice académique d'un réseau d'universités privées qui s'appelle le réseau RUSTA. Et donc, ma spécialité, c'est vraiment la recherche clinique, la santé et l'innovation. Donc, je suis ravie d'être là parmi vous. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler en termes de, voilà, je vais parler de manière générale, qu'est-ce que la recherche clinique, vraiment de manière globale. Et ensuite, je vais vous parler un peu du patient au cœur finalement du protocole de recherche et puis tout ce qui a rapport avec les outils qu'on peut utiliser, quelles sont les opportunités, les défis finalement auxquels on peut être confronté. Donc, pour rappel, on sait que la recherche clinique est un enjeu majeur. Quand vous prenez le registre qu'on appelle le Clinical Trial Gov, vous allez voir que sur ce registre-là, par exemple, on observe qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on va avoir environ une centaine d'essais cliniques depuis plus de 20 ans. Et comparé, par exemple, je dis à l'Europe, on est autour de 38 000 essais. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une problématique avec une sorte de marginalisation, finalement, en termes d'essais cliniques et de recherche clinique en ce qui concerne la zone Afrique, donc subsaharienne. Et donc, c'est dans ce contexte-là, en tout cas, que moi, j'ai voulu mettre en place justement cette CRO. Et c'est de ce contexte-là qu'on travaille pour essayer de faire rayonner quand même la recherche clinique ivoirienne, mais pas que, qu'on puisse travailler tous ensemble pour améliorer les choses au niveau de l'Afrique. Et donc, si on parle des essais cliniques, beaucoup de gens pensent que c'est que les médicaments, mais ça comprend énormément de choses. Donc, les essais cliniques, de manière générale, sont effectués sur l'homme. Donc, pour tester non seulement des nouveaux médicaments ou encore des dispositifs médicaux. Ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre mieux une maladie, comparer par exemple deux traitements pour voir lequel est le plus efficace. C'est quelque chose que nous faisons très souvent au quotidien, mais après, il faut réfléchir à plus centrer justement cette recherche, et c'est ce qui se fait par ailleurs dans d'autres endroits, plus centrer cette recherche vraiment sur le patient, parce que de toute façon, sans patient, on n'a pas de recherche. On n'a pas de recherche clinique sans patient. Et donc, comme je vous disais, historiquement, la recherche clinique était centrée finalement sur le chercheur et tout ce qui était méthodologie. Aujourd'hui, on intègre de plus en plus le patient comme acteur parce qu'on souhaite le responsabiliser. Et puis, bien évidemment, on utilise cette ascension numérique que nous avons à travers toutes les technologies, à travers l'e-santé, afin de parvenir finalement à nos fins. Donc, la question est de savoir comment concilier cette rigueur scientifique avec donc la personnalisation des soins et aussi la participation active finalement avec le patient. Et donc, pour moi, le patient doit être vraiment remis de plus en plus au cœur du protocole. Nous travaillons à concevoir en fait des protocoles de recherche et tous les acteurs sont importants autour de ce protocole de recherche. Donc ici, comme vous voyez sur cette diapo, on a essayé de mettre bien sûr le patient qui devient un partenaire finalement du projet que nous mettons en place avec une co-construction des protocoles. Donc quand on décide d'avoir une idée de projet, c'est vrai qu'autour de la table, on va mettre donc les spécialistes en fait de santé
Mais il faut mettre, par exemple, les spécialistes de la e-santé, il faut mettre des data managers, et en plus de ça, il faut rajouter le patient. C'est pour ça que quand on construit les protocoles de recherche, en tout cas, j'espère que ça se fera de plus en plus, en fait, dans nos pays africains, mais autour de la table, on demande quand même souvent l'avis d'un patient expert, on va demander l'avis d'un infirmier de recherche clinique. Donc, en fait, c'est vraiment une co-construction des protocoles. Donc, il est important que le patient revienne au cœur et qu'on ait des patients experts pour travailler en fait sur nos projets donc de recherche. On a des outils et des technologies qu'on peut utiliser, bien sûr, au service de la santé. On les connaît déjà, c'est tout ce qui est objet connecté. Donc, vous avez, par exemple, dans certaines études, des montres qui sont utilisées, des capteurs, des dispositifs médicaux qui sont connectés, qui sont utilisés. Vous avez aussi tout ce qui a rapport avec les plateformes dans le cas des essais cliniques et la télésurveillance, avec bien évidemment du suivi à distance, la gestion décentralisée des essais. Et puis, vous avez tout ce qui est base de données, registres électroniques qui sont alimentés en temps réel avec une vue un peu plus spécifique et plus juste en fait sur ce qui se passe. Et puis, bien évidemment, on a tout ce qui a rapport avec l'intelligence artificielle, les machine learning, avec tout ce qui est prédiction, finalement, en utilisant des grosses masses de données, donc dans le cadre en fait de ces protocoles de recherche. En ce qui concerne les opportunités, il faut savoir que le fait d'utiliser justement le numérique dans le cadre de nos projets de recherche, ça améliore l'accessibilité et surtout quand il est vraiment centralisé patient, on va inclure de plus en plus de patients, surtout ceux qui sont éloignés géographiquement. Donc, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. On a aussi des données en temps réel. On a la personnalisation avec donc un suivi adapté et puis une meilleure prise en charge finalement du vécu du patient. Donc, je pense que c'est important. Et ce que je trouve le plus intéressant en ce qui me concerne, c'est vraiment la partie où on responsabilise le patient lui-même. Il est beaucoup plus impliqué, donc il y a une adhésion qui est un peu plus élevée et puis une confiance qui est renforcée finalement dans le cadre de ces projets où voilà, c'est le patient qui est acteur finalement de sa santé. Et puis derrière, on a tout ce qui a rapport avec l'efficacité. Il y a une réduction des coûts et puis des délais autour des essais cliniques, vu que nous récoltons les données du coup via par exemple des applications, etc. Donc c'était le cas par exemple quand Marie-Claire présentait son application tout à l'heure. L'application, c'est vrai que du coup, on a beaucoup de femmes qui vont être connectées sur cette application-là, qui vont rentrer les données en temps réel. Il faut savoir que sur cette application, il va y avoir des formulaires. Donc, j'ai vu des recommandations qui sont très intéressantes autour du suivi donc des patients au niveau des maladies chroniques, etc. Forcément, c'est des choses qui peuvent se faire et c'est des enquêtes santé qui peuvent se faire au fur et à mesure sur ce genre d'application parce que on peut envoyer donc des formulaires à remplir donc aux jeunes demoiselles ou aux jeunes dames qui sont sur l'application afin qu'elles puissent rentrer des données qui derrière vont être utilisées pour faire des analyses et puis sortir des informations importantes ou driver un peu les diagnostics ou tout ce qui a rapport donc du coup avec la santé. Et puis derrière, faut pas l'oublier, on a les opportunités, mais on a aussi les défis et les limites. Donc les défis sont vraiment autour de l'éthique, donc de la protection des données, du respect de la vie privée. C'est des problématiques auxquelles nous sommes beaucoup confrontés. Tout simplement parce que, vous savez, au niveau de la protection des données, par rapport à l'application, par exemple, il y a eu la demande d'autorisation. Il faut être sur un serveur qui est sécurisé, notamment qui pourra avoir du coup un certificat HDS. Il faut penser à faire une traçabilité aussi autour de ceux qui rentrent les données. Donc, c'est vrai que toutes ces informations-là, elles sont importantes. Tous ces paramétrages doivent être faits pour vraiment pouvoir utiliser au mieux en fait ces applications-là. Après, derrière, il y a aussi la fiabilité des données. Il ne faut pas l'oublier. On sait aujourd'hui que lorsque c'est des auto-questionnaires, donc lorsque c'est le patient lui-même qui remplit ces informations ou qui remplit des questionnaires par rapport en fait aux enquêtes, on peut tout simplement observer qu'il y a des biais. Donc, non seulement il y a des biais technologiques de manière générale par rapport à l'outil, mais il peut y avoir aussi des biais au niveau en fait de la saisie. Donc après, ça, c'est des choses à prendre en compte et à adapter avec une notion de risque en termes de biais, de données et voir un peu ce qui est possible de faire. En termes organisationnels aussi, on a des défis. Il faut adapter les protocoles parce on a eu beaucoup l'habitude de travailler
autour de protocoles de recherche où on utilisait vraiment des cahiers d'observation papier, etc., ou même quand on utilisait des ICRF. Des fois, on fait des protocoles même qui sont hybrides. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il faut adapter les protocoles donc aux outils numériques. Et puis après, derrière, vous avez aussi l'acceptabilité. Il faut aussi ne pas donner juste l'application au patient. Il va falloir le former. C'est de la même façon qu'il va falloir former le professionnel, en fait, sur les outils numériques. Et on a cette problématique, des fois, de la résistance au changement. Donc, c'est à nous, en fait, de démontrer donc, aux professionnels de la santé et aux patients que justement, ces outils numériques sont importants pour faire avancer la recherche et pour derrière aller plus vite en ce qui concerne le circuit du patient ou le diagnostic ou encore la prise en charge au niveau des traitements. Et puis derrière, on a cette fameuse question d'interopérabilité qui vient souvent où en fait, on a besoin de travailler sur la compatibilité finalement entre les systèmes et les différentes plateformes donc, qui travaillent ensemble. Donc, on a besoin que ça soit vraiment très interopérable. Vous avez par exemple un DPI qui peut être utilisé, qui peut fonctionner avec un outil en fait de recherche comme par exemple un CTMS ou un CDMS. Donc, c'est des choses, je pense, c'est des questions sur lesquelles il faut se pencher de plus en plus et c'est ce qu'on fait de toute façon au niveau de ce groupe, donc c'est tant mieux. Donc là, j'ai un peu récapitulé donc les défis avec, comme je vous disais, certaines problématiques au niveau aussi de l'absence et de l'instabilité de la connexion Internet. Donc forcément, il faut penser à des modèles hybrides. Donc on a la possibilité de faire et du suivi papier pour certaines choses et du suivi numérique en ligne où on a la possibilité de faire finalement le stock d'informations quand on n'a pas la possibilité d'avoir Internet et qu'ensuite ça soit rechargé finalement sur l'application. Il y a une inégalité d'accès aux outils. Donc, c'est vrai qu'il faut aller sur des outils qui soient le plus simples possible pour éviter justement ces résistances au changement et permettre à un plus grand nombre d'accepter notamment les patients, de passer par des outils numériques, par des applications pour enseigner leurs données. Et c'est vrai qu'on a un gros manque aussi de formation, donc il faut former de plus en plus les patients et puis aussi tout ce qui est agent communautaire afin d'évoluer au plus vite à ce niveau-là. Après, derrière, on a tout ce qui est contrainte logistique. Hein, avec, il est important en fait de déployer de plus en plus des centres de collecte qui soient décentralisés pour qu'on soit vraiment au taquet au niveau de ces solutions que nous créons au quotidien. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire là-dessus. Sur la dernière diapo, je vous ai mis un peu l'ensemble finalement des informations avec des stratégies pour une implémentation qui pourrait être réussie et inclusive. Donc, développement de protocoles hybrides. Donc, on a des protocoles de recherche. Il serait intéressant de passer au protocole hybride. Donc, avec un suivi papier et de l'autre côté, un suivi numérique. On pourrait justement créer des protocoles de recherche qui vont nous permettre ici déjà au niveau de nos pays de montrer vraiment encore plus comment dire, l'utilité de travailler justement sur les outils numériques. Il faudra standardiser les données numériques, en tout cas dans la recherche. Donc nous, on travaille là-dessus hein, au niveau de notre CRO. Et bien évidemment, renforcer la collaboration patient-chercheur. Concevoir de plus en plus de solutions technologiques qui soient adaptées et donc qui répondent vraiment donc aux besoins du patient. C'est-à-dire que nos interfaces, il faut qu'elles soient, comment je vais dire, il faut qu'elles soient très intuitives, très intéressantes en fait pour le patient, pour qu'il ait envie justement de renseigner ces informations et ces données dessus. Et puis bien évidemment, je pense qu'il faut continuer à faire des formations et des sensibilisations parce que il y a beaucoup d'informations qui sont manquantes. Et quand on parle, même pour vous donner un exemple, quand on parle de recherche clinique, par exemple, on a fait plusieurs enquêtes où les définitions au niveau de la recherche clinique étaient totalement variées. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la sensibilisation à faire autant sur la recherche en elle-même que sur nos applications qu'on pourrait utiliser pour aider justement les patients et pour aider aussi dans le cadre de la recherche. Donc, je vous remercie de votre attention et si jamais vous avez des questions, je suis totalement disponible. Merci, Dr. Joyce. Merci. Des émoticônes pour notre
championne, enfin, notre expert du jour, désolée, notre C'est vrai. expert de ce jour. Et merci à vous, Dr. Joyce. Je pense qu'après, Merci. pour ceux qui voudront un peu plus tard, on aura le temps d'avoir la présentation. Euh, Est-ce qu'il y aurait des questions? On va demander à Dr. Joyce d'arrêter le partage pour que s'il y a des questions, on puisse récupérer des questions. Moi, j'ai... Est-ce qu'il y a des questions déjà? Alors, je regarde dans le chat. Moi, j'ai une question tout de suite. Et ma question est la suivante. J'ai envie de poser la question, selon vous, docteur, pourquoi il est si important aujourd'hui de mettre le patient au centre de la recherche clinique? C'est une question que je souhaiterais poser. Pourquoi? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pourquoi il est important de le mettre au centre, non seulement parce que quand on construit finalement nos protocoles, si on n'implique pas le patient qui est la personne vraiment la plus concernée par rapport en fait à la problématique, on passe à côté de beaucoup d'informations. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de beaucoup de pays européens? On a cette co-construction-là qui se fait justement sur les protocoles de recherche où on donne la parole à des patients experts qui, eux, vont nous donner une vision, une autre vision, en fait, de la chose, et qui va permettre même d'adapter non seulement au plan éthique, mais au plan même de l'humain, tout simplement, nos protocoles. Parce que nous, en tant que chercheurs, souvent, c'est pas qu'on oublie l'éthique, hein, bien sûr, l'éthique, on l'a, et c'est très important, mais c'est vrai qu'on pense souvent des résultats. Et tout le parcours du patient, des fois, il est un peu, peut-être mis, pas totalement de côté, mais des fois un tout petit peu. Et je pense que le fait d'avoir un patient expert qui explique un peu ce qu'il en pense par rapport à un projet, etc. Ça nous permet en fait de co-construire ce protocole. Non seulement ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour moi, c'est qu'en fait, le fait de responsabiliser, je pense, le patient, c'est quelque chose de très important. Ça améliore beaucoup de choses. Il y a des études qui ont été faites. Hein. Je crois qu'il y a Movicare. Vous pourrez aller regarder des articles là-dessus qui ont été faits autour si je me souviens bien, des pathologies cardiaques. Et si je me souviens bien, les résultats qui sont sortis, ils ont fait une comparaison entre un protocole d'étude avec un suivi standard et un protocole d'étude où c'était vraiment centré patient avec des outils numériques. Qu'est-ce qu'ils ont pu comparer? C'est que ça leur a permis d'avoir des informations qui leur ont permis d'augmenter la survie globale, je crois, à plus de 7 mois au niveau, c'était pas cardio, c'était cancer du poumon, pardon, je crois. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont importantes. Je pense qu'il faut toujours impliquer le patient autour de la construction des protocoles. D'accord. Merci, docteur. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions à poser? On m'a envoyé une question ici, mais je demande déjà dans le groupe s'il y a des questions. Monsieur Papi a levé la main. Allez-y, après je poserai la question. Merci Corinne pour la parole. Je voulais d'abord demander à Dr. Joyce, est-ce que ce modèle de conception est-il adapté à tous les protocoles de recherche de santé ou bien il y a des exceptions? Ça, c'est des... Je voulais d'abord savoir ça pour voir comment nous allons continuer. Docteur, est-ce que vous avez compris sa question? Oui, j'ai entendu le début, j'ai entendu est-ce qu'il s'est adapté à tous les protocoles de recherche, mais je n'ai pas entendu la suite. Je pense que l'idée principale était de savoir est-ce que ça s'adapte d'abord à tous les protocoles. Alors, moi, je parle vraiment des... Alors, moi, je pense qu'en fait, avoir un patient expert sur la plupart de nos protocoles, c'est, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Donc, après, est-ce qu'il y a des spécificités sur certains protocoles où vous n'aurez pas besoin d'entendre peut-être un patient expert ou de déterminer certaines choses auprès du patient, peut-être. Mais quand on parle, par exemple, des outils numériques, je veux dire, comment dire... l'application, par exemple, elle n'est pas intuitive, que le patient ne s'y retrouve pas, je pense que on va avoir pas mal de problématiques. On va bien sûr les former sur ces applications-là, mais effectivement, ils ne vont pas l'utiliser. Ils ne vont pas trouver l'intérêt à l'utiliser. Alors que si derrière, on demande leur avis et que derrière, on a une application qui est intuitive, qui est intéressante, je pense que ça va augmenter l'observance et surtout la saisie d'informations qui seront importantes pour les agents des soins. D'accord.
Est-ce qu'on a une autre question? Alors, si on n'a pas une autre question tout de suite, moi j'ai envie de poser, vous avez insisté tout à l'heure sur le fait qu'il faut insister, d'accord, qu'il faut impliquer, pardon, le patient dès la construction du protocole. Moi, selon vous, quelles seraient les meilleures pratiques pour y arriver, surtout dans un contexte africain? Alors moi, ce que je pense, c'est que on a les associations de patients, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément comparé à, voilà, à d'autres modèles, mais on en a quand même des associations de patients. Donc je pense qu'il serait intéressant effectivement d'impliquer ces associations de patients quand on commence à faire l'écriture en fait du protocole. Ce que j'essaie moi de passer comme message, c'est en fait qu'autour d'un protocole de recherche, tout le monde est important. Moi, dans mes projets et dans ma façon de fonctionner sur les protocoles, souvent, on peut penser au niveau de la santé seulement, mais on ne pense pas derrière que peut-être comment on a conçu notre protocole, le data, il a besoin de telle information. Derrière, on ne pense pas à l'acteur qui va, au développeur d'application qui, lui, va devoir prendre en compte certains éléments que nous, on n'a pas pensé dès le départ. On ne pense pas aussi au suivi du patient derrière. Donc, en fait, le message que je passe, c'est que tout le monde est important autour du protocole de recherche et que quand on monte un protocole de recherche, il faut avoir l'avis, je pense, de ces différentes catégories-là pour que le protocole soit le plus possible efficace. Voilà, moi, c'est comme ça que je pense. C'est ce qu'on disait, par exemple, à certaines sessions de e-santé. Souvent, on se retrouve, comme on disait, avec des agents de soins, des médecins, des pharmaciens, etc., mais qui ne connaissent rien du numérique. Et de l'autre côté, vous vous retrouvez avec des personnes du numérique, mais qui connaissent rien de la santé. Le but, en fait, de pouvoir mettre tout le monde ensemble, c'est de permettre de donner justement les bases fondamentales sur, par exemple, la santé ou des bases sur certaines pathologies aux gens du numérique et que les gens du numérique donnent une base pour permettre la compréhension aux médecins. Et c'est ce qui fait justement des profils hybrides et qui nous permettent en fait d'être le plus efficace possible. Donc je pense que tout le monde a son mot à dire, en tout cas en tant qu'expert autour d'un protocole. Donc je pense que pour écrire un protocole, il faut mettre plusieurs personnes autour de la table et pas que les médecins ou les pharmaciens. Voilà. D'accord. Merci, docteur. Est-ce qu'on a des questions? J'essaie de regarder, de voir. Si on n'a pas de questions, moi, j'aurai une dernière question. D'accord. Alors, ma toute dernière question que je souhaite poser, c'est surtout au niveau, on a parlé des opportunités, on a parlé des défis, on a parlé de perspectives d'avenir. On sait que très souvent, les données en Afrique, je parle du contexte africain, nos données sont assez fragmentées. Donc, dans ce cas, de façon très précise, qu'est-ce qui est possible d'être fait? Est-ce que les opportunités sont vraiment des opportunités ou comment pouvoir mm, avoir ce changement de comportement, ou bien pour pouvoir justement aller jusqu'à la valorisation pour pouvoir les utiliser? Parce que je pense que Michel m'a posé la question tout à l'heure quand il parlait à Marie-Claire, il parlait de valorisation des données. Donc, comment est-ce qu'on pourrait pouvoir tourner ça à notre avantage parce qu'on a de nombreuses données sur le continent, sauf que c'est dans des registres. C'est ça. C'est fragmenté, chacun a ses données. Donc, comment pouvoir le faire de façon très concrète? Comment pouvoir saisir ces opportunités pour nous? Alors, en fait, c'est une très belle question, Corinne, et je pense que c'est la bataille de tous ceux qui se sont lancés en la santé, l'e-santé, tout ça. Oui, effectivement, on a énormément de données qu'on doit valoriser et elles sont effectivement sur des cahiers d'observation papier. Eh bien, en fait, on a deux possibilités et deux choses qui sont complémentaires en ce qui me concerne. On a tout ce qui est dossier patient informatisé pour tout ce qui est tout simplement données prospectives. C'est-à-dire qu'il faudrait que les hôpitaux comprennent qu'il est important d'avoir justement des dossiers patients informatisés. Et de l'autre côté, toutes les données qui existent déjà, en fait, de manière rétrospective, il faudrait qu'on puisse, en fait, les rentrer dans les bases de données. Avec des outils comme, on en a déjà parlé ici, comme Assisi Clinical, nous avons développé notre outil nous-mêmes à l'image de Aura Clinical, à l'image de CleanSight, etc. Et donc, en fait, le fait de pouvoir rentrer toutes ces données-là, derrière, en fait, on va pouvoir, quand on a, par exemple, un protocole de recherche qui arrive,
aller faire une demande, je dis n'importe quoi, auprès de l'hôpital de Bingerville qui a déjà le DPI. On va demander quel est votre potentiel patient. Par exemple, combien de patients vous avez, je dis n'importe quoi, sur un an? Nous, on a une étude à faire, et bien, on aurait besoin, je ne sais pas, de 100 patients. Donc, du coup, on va faire, en fait, nos phases d'études de faisabilité seront beaucoup plus faciles en ce qui nous concerne dans les protocoles de recherche. Donc, il est vraiment important, en premier lieu, qu'il y ait justement ces fameux DPI dans tous nos hôpitaux, mais qu'en plus de ça, la plupart de nos hôpitaux aient des systèmes, comme je dis, des systèmes de gestion de données avec des bases de données derrière, où on va stocker toutes les informations. Et de là, je pense que derrière, on pourra faire vraiment tellement d'analyses, tellement de, comment dire, tellement de projets qui vont en ressortir. Et vraiment, ça serait le rêve d'y arriver là actuellement. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite puisqu'on y travaille. Donc, j'espère que ça va se faire rapidement en tout cas. D'accord. Merci à notre expert du jour, Dr. Joyce. On Merci parlait aujourd'hui beaucoup. de recherche clinique et j'espère qu'on a pu avoir. Alors, je pense avoir dans le chat, j'ai une question. Non, pas une question. D'accord. Il y a Asia qui dit que pour son projet de doctorat, elle pourrait collaborer avec vous dans ce cas de figure. Donc, je pense que si vous êtes tout oui, on pourra créer la mise en relation entre vous Avec et grand plaisir. voilà, on pourrait. Et d'ailleurs, elle a fait un superbe article que j'ai eu l'occasion de lire et que je vais partager à toute la communauté tout de suite Super. pour pouvoir le voir. Alors, je pense que notre session d'aujourd'hui va prendre fin. Bon, ça a été assez clair pour nous. Il faut vraiment de la donnée, pouvoir penser recherche clinique. Et la prochaine session, on aura une prochaine session, mais avant cette prochaine session, Kétan va certainement nous partager tout à l'heure le sondage qui va apparaître. Mais bien avant, je souhaiterais préciser à tout le monde que on a décidé, bien évidemment, de pouvoir vraiment améliorer et on est en train de lancer un bootcamp pour pouvoir réunir tous les membres de la communauté et vraiment avoir des sessions de masterclass, de formation, un bootcamp e-santé Afrique francophone qui sera un hybride à Abidjan et en distanciel. Et l'idée, c'est vraiment qu'on ait tout le monde regroupé dans le même endroit pour pouvoir travailler au mois de décembre. Je vais essayer de partager la fiche du bootcamp qui va avoir lieu très bientôt, incessamment, que j'essaie de partager. Je ne sais pas si j'arrive à correctement le partager déjà. Mais déjà dire qu'on a une session qu'on va organiser en décembre où on souhaiterait vraiment avoir tout le monde, tous les membres de la communauté sur place. On a été longtemps de façon virtuelle, être en présentiel, vraiment avancer sur des masterclass, des ateliers pratiques, des mentorats certains avec des projets avec lesquels on va vraiment travailler avec des séries d'experts sur place. Travailler sur la partie leadership, entrepreneuriat, faire des visites terrain, des cas pratiques surtout. Et tout le monde est vraiment impliqué dedans. Déjà, il y a Lucie qui a déjà décidé d'être partenaire, de pouvoir accompagner justement dans cette démarche. Pas mal ont déjà accepté volontairement de nous accompagner, à mettre déjà dedans. On a Hichem qui est volontairement nous accompagne dans la partie scientifique. On a Lania également. On a pas mal de personnes qui vont nous aider et vraiment rester à l'écoute parce qu'on voudrait permettre que cette communauté puisse grandir et avoir pas mal d'informations et de formations pour pouvoir grandir parce qu'aujourd'hui, la santé numérique va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Hier, j'étais au ministère de la Santé et je me suis rendu compte qu'ils sont en train de créer de nouvelles professions à cause de la santé numérique. Donc aujourd'hui, les professions qu'on connaissait au niveau, par exemple, de la DEPS, on est en train d'augmenter. Donc je crois que 10 nouvelles professions ont été créées. Donc ça va être annoncé par décret à cause de la santé numérique. Donc c'est pour montrer l'opportunité qu'il y a aujourd'hui avec ce genre avec le renforcement des capacités, mais avec le fait de pouvoir intégrer le numérique dans les pratiques médicales. Et aussi, autre information, comme je le disais, c'est que en janvier, j'en parlais tout à l'heure, en septembre, pardon, il y a les journées de l'Ordre des médecins qui va se tenir à Yamoussoukro également, où nous y serons. On va également parler santé numérique sur place pour surtout ce qui nous intéresse, nous, à la session, à la communauté Éco et Santé Afrique francophone, ce serait santé numérique et déontologie. C'est surtout ça.
éthique, mais déontologie. Que disent vraiment les médecins de façon très pratique? Que dit le code de déontologie par rapport à la santé numérique? On a besoin d'avoir toutes ces informations, donc on y sera. On espère que vous y serez également. Donc, voici déjà présenté. Kétan, si tu as des questions, il faut déjà envoyer les questions de sondage dans le groupe. Voilà. Vous pouvez déjà commencer à cliquer pour pouvoir envoyer déjà pour les réponses. Ça nous permet de mieux nous améliorer pour les prochaines sessions. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le IECO, on souhaiterait que vous vous inscriviez parce qu'on doit attribuer les attestations pour cette session, puisque déjà, ça fera 2 sessions. On en a besoin. On va déjà partager même dans le groupe WhatsApp tout à l'heure pour ceux qui ont participé à la session, de pouvoir s'inscrire justement et avoir accès pour qu'on puisse établir les attestations. Mais vous pouvez également vous renseigner vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit dans le IECO, parce que si vous n'êtes pas dans le IECO, ça sera difficile pour nous de pouvoir vous attribuer vos attestations. Kétan, est-ce que les réponses ont commencé à être envoyées pour les sondages? Oui? Oui, quelques-unes, ça a déjà commencé. Ils D'accord. peuvent juste cliquer, ça s'affiche chez eux et puis bon, ils vont commencer, ça a Voilà. commencé. D'accord. Cliquez et allez-y, c'est juste nous permet de mieux améliorer. Euh, Autre chose que je voudrais porter comme information pendant que nous sommes en train de nous préparer, c'est de dire que nos formations vont commencer. On a prévu des formations à l'initiation de la santé numérique, oui. Ce n'est pas, c'est quelque chose de réel. Donc, on va commencer les premières sessions le samedi 6 de 9h à 12h. On aura nos premières sessions, initiation à la santé numérique. Il y aura le premier module qui va démarrer. Et donc, on espère que tout le monde sera là, surtout que c'est gratuit. C'est vraiment pour nous important de pouvoir poser les bases de la santé numérique, que tout le monde puisse maîtriser les fondements, les composantes clés, parce que quand on parle de santé numérique, tout le monde parle tout de suite de télémédecine. Ça va beaucoup plus loin que de la télémédecine. Ou encore, certains ne savent pas que la télémédecine et la téléconsultation, c'est 2 choses séparées. Donc, c'est vraiment important de pouvoir être sur le même pied d'égalité pour pouvoir avancer et surtout si vous pensez réorientation professionnelle avec la santé numérique. Kétan, je pense qu'on va mettre fin au sondage. Il est 15h22. Dans 8 minutes, notre session va prendre fin. On va vous dire merci d'avoir participé. N'oubliez pas de vous inscrire sur le IECO pour avoir vos attestations. N'oubliez pas de remplir le formulaire qui va être partagé pour que vous puissiez avoir vos différentes attestations inbox. Ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, essayez de contacter Kétan inbox parce que certains sont venus directement via LinkedIn ou encore nous contacter via nos différentes pages sociales pour que vous puissiez bien évidemment intégrer le groupe WhatsApp. Et désolé encore, ça c'est important pour moi, désolé si j'ai verrouillé les échanges pour l'instant, c'était suite aux attaques qu'on a reçues la semaine dernière. On veut vraiment filtrer, sécuriser avant de pouvoir y arriver. Merci infiniment. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au Au revoir revoir à tous, à la prochaine session. à la prochaine session et à